arbres fruitiers. Là, quand on va sur Internet, là, on peut être complètement mêlé avec ça, parce que c'est sans doute à cause de la résilience, la capacité de résilience de la nature. Tout s'ajuste. Donc, même si vous faites parfois des erreurs en commençant, il y a des chances que ça fonctionne quand même et que vous ayez de bons résultats. L'important, c'est de se lancer et de commencer dès maintenant. Moi, j'espère aujourd'hui vous donner le goût là, et la confiance là, pour commencer à faire des boutures, pour multiplier les fruitiers. Moi, je ne suis pas un expert, là. Ça prend au-dessus de 5000 heures dans un domaine pour se qualifier d'expert. Je viens tout juste de commencer, mais je crois quand même que je peux vous apprendre quelque chose. Donc, j'ai oublié d'afficher mon plan de match. Moi, je commencerai tout de suite avec les techniques parce que 30 minutes, c'est pas très long. Allons-y donc avec la bouture. La bouture, c'est la méthode la plus simple pour reproduire les arbres fruitiers. Vous pouvez faire du cassis, de la vigne facilement. Le principe, c'est de prélever un bout de branche du fruitier que vous voulez reproduire. Donc, vous choisissez un arbre qui n'a aucune maladie, qui est absent de tout signe de champignons ou d'autres insectes destructeurs. Et vous venez prélever, par exemple, un sarment de vigne qui peut avoir 2 mains. Vous prélevez des bouts de 2 ou 3 bourgeons. Et que vous venez... donc, dans un sarment de 2 mètres, vous pouvez faire jusqu'à 8 boutures peut-être, dépendamment de l'espacement entre chaque nœud. Le principe, c'est que, comme vous voyez ici, on coupe juste sous un nœud à angle droit, qu'on vient éborgner, c'est-à-dire, on vient gratter avec l'ongle, on enlève le bourgeon, finalement, avant de le mettre en terre. Et puis, dans le haut de votre 2e ou 3e bourgeon, vous venez couper en angle pour faire comme une pointe de flèche, en fait. Puis ça sert à indiquer le sens dans lequel vous allez le planter. Donc la flèche indique toujours le soleil. C'est très important parce que si vous le plantez à l'envers, il va avoir un petit peu plus de difficulté là, à pousser. Donc le prélèvement se fait en mars-avril, parfois aussi en fin septembre-octobre. Dépendamment des espèces, comme le cassissier, nous on l'a essayé en faisant des boutures en septembre, qu'on a mis directement en sol, qu'on a couché à 30 degrés là, en rangée, sans que les branches se touchent. Et puis au printemps suivant, vous avez presque 95% de réussite. Vous voyez, c'est vraiment simple, le cassissier. Pour la conservation des boutures, une fois que vous avez fait le prélèvement, vous faites des petits paquets, vous mettez ça dans des sacs de plastique, bien identifiés avec le cultivar que vous êtes en train de reproduire. Et puis, vous mettez un linge humide dans le bas des boutures. Plutôt un essuie-tout, c'est idéal parce que c'est stérile, c'est toujours stérile. Donc, il n'y a pas de chance que vous traînez des champignons dans vos sacs propres aussi. Et puis, vous mettez ça au frigidaire jusqu'au moment de la plantation. Donc, la plantation, ça se fait aussitôt que le sol dégèle, fin mars, fin avril, mai. Et puis, vous pouvez aussi, comme je disais pour le cassissier, les faire à l'automne. Un petit mot sur les hormones d'enracinement. C'est un produit qu'on trouve dans les jardineries, donc une espèce de poudre d'hormones qui est généralement ce qu'on appelle de l'IBA, à différents pourcentages, dépendamment du type de bois que vous utilisez. L'IBA, c'est mélangé avec du talc, généralement. J'ai entendu dire que peut-être ça contenait des fongicides. J'ai jamais réussi à trouver de preuves de ça sur Internet. Mais est-ce que c'est utile ou pas? Moi, dans mon cas, j'en ai mis systématiquement parce qu'on m'avait dit d'en mettre. Par contre, pour le cassis, par exemple, les vignes, l'argousier, la plupart des boutures qu'on a faites, c'était apparemment pas nécessaire. Donc. Et puis, une surdose d'hormones
En fait, c'est une molécule de synthèse qui vient mimer un peu le fonctionnement de l'auxine au niveau de la plante. L'auxine vient stimuler la plante à faire des racines et à redévelopper, à s'adapter finalement au milieu dans lequel il est mis. Et puis, une alternative à cette petite poudre d'hormones, c'est l'eau de saule qu'on dit. Donc, vous pouvez prélever des branches de saule de n'importe quelle espèce, ça ne fait pas de différence. Vous coupez des branches de l'année précédente, vigoureuses. Vous les découpez, vous les martelez avec un marteau, vous mettez ça dans l'eau macérée pendant 24 à 48 heures. Ça va faire une espèce de gélatine. Cette eau-là, vous pouvez l'utiliser ensuite pour tremper vos boutures avant de les mettre en terre ou arroser les boutures. Donc, maintenant, je vais passer le temps ici. On passe à la greffe. La greffe, le principe, c'est une méthode un peu plus compliquée qui nécessite plus de pratique pour pouvoir réussir. Le principe, c'est qu'on implante une partie d'une plante dans une partie d'une autre plante. Donc, celle qu'on implante, on l'appelle le greffon ou le scion. Et puis, qu'on implante sur un porte-greffe ou un rootstock. Le principe, c'est qu'en alignant l'écambium des deux bouts de plante, ça provoque une réaction. Donc, la plante va se mettre à produire des cellules de méristème pour venir réparer les canaux xylème et phloème qu'on appelle, là, qui fait circuler la sève, pour que ça se régénère et puis que la sève se mette à passer de nouveau. Donc, même si la blessure est importante, que les canaux sont complètement coupés, la plante va réussir à survivre à ça, si c'est bien fait, bien entendu. Un petit mot sur les porte-greffes. Les porte-greffes, je n'irai pas trop dans le détail parce que c'est un domaine assez complexe. Ce qui est important de savoir, c'est que votre porte-greffe va vous donner les caractéristiques au niveau de la hauteur de votre clan. Donc, si vous prenez des porte-greffes standards, vous allez avoir des arbres de plus de 15 pieds. Là. Des semi-nains, ce serait de 12 à 15 pieds, puis des nains, ce serait de 5 pieds jusqu'à 12 pieds. Pour le cas du pommier, par exemple. Un porte-greffe, pour supporter le stress de la greffe, doit au moins avoir 2 ans. Et puis, aussi, le porte-greffe peut donner de la résistance pour certaines maladies et parasites qui pourraient attaquer les racines. Puis, ce qui est le fun aussi, ce que j'ai vu, c'est que certaines personnes partent eux-mêmes leur porte-greffe. Donc, par exemple, pour le pommier, vous pouvez récupérer des résidus de marc de presse de cidre, là, de pommes ou de jus de pomme. Vous laissez fermenter ça quelques semaines. Ensuite, vous lavez bien les graines, vous les mettez en terre. En fait, le principe, c'est que l'acide lactique produit par la fermentation va venir dissoudre l'enveloppe qui empêche la graine de germer. Et vous allez avoir des beaux petits plants de pommiers que vous pouvez mettre directement dans votre jardin. Et dans 2 ans ou 3 ans, vous allez pouvoir greffer. C'est sûr qu'avec les arbres fruitiers, on parle souvent à long terme parce que c'est un peu, comment je pourrais dire, engageant. Alors ici, on voit Johnny Appleseed, là, c'est un personnage mythique qui parcourait les Amériques et qui plantait des graines d'arbres un peu partout. C'est grâce à lui qu'il y a plusieurs des cultivars qu'on a aujourd'hui, qu'on a dans notre cour arrière ou perdu dans le fond des bois. Là. Souvent, c'est lui. Les colons venaient s'installer sur ces terres qui étaient bien aménagées, remplies de fruitiers. Alors que lui, il se promenait un peu comme un vagabond. Pour le matériel nécessaire, on a besoin d'un greffoir. Au début, moi, j'utilisais un X-Acto, mais la lame de l'X-Acto est trop molle et puis ça fait des coupes vraiment irrégulières et dans des angles un peu plus ou moins intéressants. L'important avec la greffe, c'est que la coupe soit très droite, sans ondulation. Là. Donc, le greffoir, c'est un couteau à lame très rigide, très mince et très très coupante. Il faut faire très attention quand vous travaillez avec ça, d'avoir des bonnes méthodes de travail. Malheureusement, je n'irai pas dans le détail de la manipulation des outils, mais faites très attention.
Aussi, oui, le parafilm, c'est un matériel qu'on utilise pour venir protéger les blessures qu'on inflige à l'arbre, donc au moins au niveau du point de greffe qu'on vient envelopper. Il y a différents matériaux qu'on peut utiliser. Il y a le parafilm, qui est une espèce de cellophane, mais un peu cireux. Donc ça fait un peu la job de ce qu'on appelle les flexibandes et de la cire. Bon là, les flexibandes, eux, c'est des genres d'élastiques là, qui se dégradent au soleil. Les deux matériels sont biodégradables, ce qui permet de... En fait, bon, le parafilm, on peut l'utiliser seul. Les flexibandes, il est conseillé de rajouter une cire par-dessus pour le protéger, pour que l'humidité ne rentre pas dans votre point de greffe. Et finalement, il faut s'assurer de toujours bien désinfecter ces instruments avant de faire les greffes pour ne pas propager de maladies. Les greffes. Voilà. Une première greffe. Oh, j'ai oublié de parler des greffons. Juste un petit mot ici, là. Les greffons, on les prélève à la fin de l'hiver. Ils doivent avoir un angle d'environ... le greffon idéal là, serait prélevé sur une branche qui aurait un angle de 60 degrés avec le tronc. C'est un peu abstrait comme science, là. Mais bref, vous devez prendre le bout de la branche du bois de l'année précédente, d'une branche qui aurait porté des fruits idéalement, si vous voulez assurer qu'il n'y ait pas de mutation. Et pour la conservation, c'est le même principe que les boutures. Donc, une première greffe, c'est certain que ça serait mieux dans un atelier pratique là, pour voir ça, mais j'ai essayé de vous faire des dessins pour qu'on comprenne bien le principe de la greffe anglaise compliquée. Même si son nom dit compliqué, c'est pas si compliqué, ça prend juste un peu de pratique. Le principe, c'est qu'en faisant une coupe avec une encoche, on augmente beaucoup le contact entre les cambiums des deux plantes, ce qui va augmenter notre taux de succès. Donc on fait une coupe en angle sur environ 7 cm, 3 pouces, là, c'est assez long quand même. Et on vient faire une autre coupe à 1/3 du bord de cette languette. Sur le greffon et sur le porte-greffe, on fait la même coupe. Donc on vient fusionner par la suite les deux bouts de plante, le greffon et le porte-greffe. Et l'important, c'est que d'un côté, les cambiums se touchent. Donc, le cambium, c'est une couche qui est placée entre les phloèmes et xylèmes. C'est une couche qui génère toujours des nouvelles cellules pour permettre la pousse de l'arbre en diamètre. Et puis, donc, c'est situé, si je vais sur mon dessin ici de l'écussonnage, on va voir, c'est une couche verte qui est située juste sous l'écorce et avant le bois. Donc, c'est entre les deux. L'important, donc, c'est que les deux, le greffon va venir toucher d'un côté le porte-greffe. Et puis, s'il ne touche pas les deux côtés, c'est pas très grave. Il peut quand même se régénérer d'un côté et par la suite se replacer. Après ça, vous venez envelopper avec du parafilm ou des élastiques à greffe, des flexibandes, comme on dit, comme ce que vous pourriez retrouver sur le marché, là. Et ensuite, vous venez enduire ça avec de la cire. C'est important aussi de mettre un peu de cire sur le bout de votre greffon pour ne pas qu'il y ait de dessèchement. Puis moi, j'ai bien aimé cette greffe-là. C'est une greffe très solide. On voit qu'elle pourrait résister très bien aux intempéries. J'en ai fait quelques-unes et j'ai eu quand même un bon taux de succès, là, malgré que c'était mes premières expériences. L'écuissonnage à John, c'est un autre type de greffe qui peut se faire au printemps, idéalement au printemps ou l'automne, mais aussi tout au cours de l'année si on utilise des bourgeons qui sont en dormance. Le principe, par contre, c'est vraiment plus technique, là, je dirais, parce que vous devez faire une coupe à angle dans le bas de votre porte-greffe, une autre coupe en haut, et vous faites une espèce... Le dessin est très important pour comprendre le mouvement que vous devez faire avec la lame de votre greffoir pour permettre ça. Vous faites une coupe sur environ
4 à 5 cm dans le porte-greffe. Ensuite, sur votre greffon, vous venez prélever un bourgeon avec la même coupe. Vous devez mesurer pour assurer que vous ayez la même longueur. Vous prenez votre bourgeon prélevé et vous l'installez sur votre porte-greffe. Ça fait vraiment spécial, mais ça marche. La plante va venir régénérer les tissus. Et le bourgeon, si vous attendez 2-3 semaines et vous venez couper le bout environ à 10 à 12 cm au-dessus de votre greffe, et la plante va réagir et va essayer de sortir la sève par où elle peut, et le bourgeon va se remettre à vivre à ce moment-là. Vous pouvez soit utiliser les plexibandes, ou l'idéal, apparemment, c'est la paraffine. Donc, vous enveloppez avec la paraffine. Vous pouvez même passer la paraffine par-dessus le bourgeon. Ça va prévenir le dessèchement. Et lorsque le bourgeon va se réveiller, il va être assez fort pour venir percer la paraffine qui va se dégrader avec le temps. Qui ne va pas entraîner un étranglement de la plante. Maintenant, les semis. C'est une autre méthode qui est quand même assez simple au début. Par contre, vous avez besoin de beaucoup plus d'attention. Les plants ont besoin de beaucoup d'amour parce que c'est très sensible, une graine un peu séchée rapidement si vous partez en vacances. Donc, le semis, ce qui est touché, c'est que souvent, dépendamment des cultivars, vous devez vérifier sur des sites spécialisés, là, comme je vais vous donner des liens plus tard. Parce que chaque graine a ses particularités pour bien germer et aussi, souvent, c'est difficile d'avoir les mêmes caractéristiques que le plant mère. Parce que, bon, une graine est issue d'une reproduction sexuée là, entre deux organes. Donc, ça ne donnera pas un plant nécessairement identique. Si vous faites des prélèvements, par exemple, de cerises ou de cassis ou de framboise, il faut que vous preniez des fruits très mûrs. Sinon, les graines ne seront pas bien développées. Vous les lavez, et puis là, vient différentes préparations là, dépendamment des graines. Par exemple, la scarification, comme je disais pour la pomme tantôt, scarification chimique qui serait faite avec de l'acide lactique produit par la fermentation. Vous pouvez aussi la scarification physique qui serait à ce moment-là venir passer la graine sur un papier sablé ou encore casser la noix. Là. Et un autre terme aussi que vous allez voir, c'est la stratification. Ça, en fait, c'est simple. Au début, je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était, mais vous utilisez un plat en plastique que vous mettez, dans lequel vous déposez du sable humide au fond. Vous placez vos graines sans qu'elles se touchent pour ne pas que si jamais une graine qui est mauvaise, elle vienne faire pourrir toutes les autres. Vous mettez une autre couche de sable par-dessus ça. Et là, dépendamment des graines, ça peut varier entre 2 à plusieurs mois de stratification. Vous mettez ça au frigo dans votre bac à légumes. Parfois, les graines même ont besoin d'une stratification sous congélation. Donc, c'est à voir, dépendamment de l'espèce que vous voulez reproduire. Encore une fois, c'est beaucoup de soins. Marcotage. La dernière technique qu'on a essayée l'année passée. Le marcotage, c'est assez simple et puis c'est moins dur sur la plante parce qu'on n'est pas obligé de faire une bonne blessure pour venir la greffer. Là, on prend simplement une branche qui est environ de 50 cm avec laquelle vous êtes capable de toucher le sol. Vous faites un trou dans le sol. Vous placez la branche que vous maintenez en position avec une agrafe. Ça peut être un bout de broche, de support ou de ce que vous trouverez. L'important, c'est de maintenir la branche sous le sol. Et avec un tuteur, on peut venir forcer la cime de la branche à prendre sa position plus naturelle. À l'automne, vous aurez des plants dont vous pourrez venir couper la branche qui s'en allait vers le sol et que vous pourrez transplanter. Maintenant, oui. Oui, exactement. Dès le mois de juin, vous pouvez placer les marcottes. Et à l'automne. Ouais, il faut attendre quelques mois là, pour que ça s'enracine bien.
encore là, ça dépend des espèces. Des espèces qui sont très vigoureuses, qui vont s'enraciner tout de suite. Là. Mais l'idéal, vous le faites au printemps, vous les récupérez à l'automne. Ça fait moins de travail aussi, moins de choses à penser. Donc, l'histoire de la pépinière. Nous, avec Mélissa, on cherchait un terrain, donc on a fait un appel à tous. Là. On avait des critères quand même assez serrés. On voulait pouvoir y aller en vélo facilement. On vit dans le centre-ville de Québec. On a eu plusieurs offres. Merci à tous ceux qui si vous êtes ici, là, qui nous ont offert des bouts de terrain. On a finalement choisi, notre choix s'est arrêté sur le terrain de Marcel et Nicole, qui ont un bloc appartement en plein Limoilou. Qui avait un terrain sur leur bord, d'un côté de leur bloc, qui était libre, qui voulait éventuellement aménager un jardin, mais qui pour l'instant était libre. Donc là-dessus, on a fait beaucoup d'expériences. On a acheté quelques plants aussi à la pépinière ancestrale, des arbres un peu plus matures. Puis on a fait des boutures de cassis, de kiwi. On avait plein d'espèces finalement. On avait une liste, c'était ça vaut la peine. Du cassis, des framboises, des bleuets, des kiwis, des camerises, des amélanchiers, des mûres, divers cultivars de vignes, des fraises, des groseilles, des gadelles. On avait des noyers, des noisettiers, du poirier, prunier et cerisier. Donc, pardon? Sur environ 20 mètres carrés. Donc, rapidement, après 1 an et demi, là, on était jam-pack là-dessus. Fait qu'on a étiré un peu notre pépinière sur d'autres terrains. On est allé chez mon oncle à la pépinière, on a fait des boutures de vignes là-bas. En même temps qu'on a fait une plantation d'ail. C'est un autre sujet, mais on a mis aussi des semis là, de pommiers que j'avais démarré chez nous. Et puis dans Saint-Jean-Baptiste, j'avais ma petite production aussi derrière le bloc appartement dans une zone très ombragée où il ne pousse pas grand-chose normalement à part des vivaces qui aiment l'ombre. On a fait beaucoup d'expériences dans ma cour arrière, plusieurs boutures. Et puis finalement, en novembre 2014, on a dû déménager parce que notre entente c'était de 2 ans au départ chez Nicole et Marcel. Donc, en novembre 2014, on fait un appel, une corvée, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous aider, une dizaine de personnes la première journée, et 8 personnes, je pense, la deuxième journée. On a déménagé tous ces plans-là, on était rendu environ 60 plans, plus ou moins. On trouvait que c'était une charge vraiment incroyable, mais grâce à l'aide de tous ces gens-là, là, ça a été super rapide, même qu'on perdait un peu le contrôle des fois, il fallait faire attention aux racines, tout ça. C'était beau à voir l'énergie qu'il y avait là-dedans. On a déménagé sur une parcelle du jardin via de l'Université Laval. C'est un jardin vraiment magnifique. Là, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut la peine d'aller visiter ça. Ils nous ont acheté quelques plants aussi de notre pépinière qu'on a placés dans des endroits stratégiques. Et on a une petite section qu'on va utiliser pour faire des semis et des boutures dans le futur. Un petit tour rapide des différents types de fruitiers qu'on a reproduits. L'argousier. L'argousier, ce qui est bien important de se rappeler, c'est que c'est une plante dioïque. Dioïque, ça signifie qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Donc c'est bien important quand vous prélevez les boutures de bien savoir si c'est un mâle ou une femelle, donc de bien les identifier. Le prélèvement des boutures se fait au printemps et des boutures d'environ 15 cm que vous venez planter directement au sol, ça peut être tout près de l'arbre ou chez vous dans des pots. Ça fonctionne assez bien. Le cassissier, donc je disais niveau débutant, c'est facile. Le cassissier, c'est encore plus facile. On fait des boutures, comme je vous ai expliqué au départ, là, nous, ce qu'on a vu, la formule gagnante, disons, c'est faire des boutures à l'automne, enterrer ça dans des rangées à environ 30 degrés et attendre au printemps pour venir récolter vos petits. Le cerisier, là on monte un peu en complexité parce que le semis du cerisier, la bouture est très difficile à faire. Le semis ne donnera pas nécessairement le même fruit. Donc, ce qui est suggéré, c'est de faire
un semis de cerisier sauvage qui pousse à Québec quelque part sur un terrain vague. Vous récoltez les fruits bien mûrs, vous les plantez au sol. 2 ans plus tard environ, vous venez faire une greffe. La greffe qui est suggérée, c'est la greffe en écussonnage, comme je vous ai montré l'écussonnage à Jones plus tôt. Le fraisier, c'est facile aussi. Donc, vous faites soit des semis qui peuvent être faits à l'intérieur en janvier à mars, ou à l'extérieur, avril à juin, mais par contre, vous devez le protéger en couche froide pour pas qu'il y ait de gel. Une fois que le fraisier est bien installé, il va se mettre à faire des stolons, des espèces de sondes qui veulent aller s'enraciner un peu plus loin pour s'étendre. Tous ces stolons-là, vous pouvez les couper une fois qu'ils ont fait des racines pour les déplacer. Apparemment, c'est important de maintenir un bon roulement dans vos fraisiers, parce que la première année, ils vont faire des gros fruits, et les années subséquentes, ils vont faire des fruits un peu plus petits. Le framboisier. On peut faire des boutures. Le framboisier, c'est une mauvaise herbe. C'est super facile parce qu'il va drageonner, puis il va vraiment essayer de conquérir tout votre terrain. Donc, vous allez souvent avoir des nouveaux plants à transplanter. Sinon, si vous voulez être un peu plus efficace, vous pouvez, au printemps, lorsque vous avez une pousse avec des nouvelles feuilles bien vertes, vous venez couper ça en sections d'environ 2 nœuds que vous plantez au sol, et à l'automne, vous aurez une multitude de nouveaux plants pour vos projets. La vigne. La vigne aussi, ça a été assez facile pour nous. On a fait des boutures, donc c'est environ 2 à 3 nœuds qu'on vient éborgner. Donc, je disais, c'est un terme technique, mais en fait, c'est venir gratter avec son ongle ou couper avec un couteau les bourgeons pour que la plante réagisse et puis se mette à faire des racines. Vous devez faire attention par contre avec la vigne. Certaines variétés ont été greffées, donc bien vérifier si dans le bas du plant vous ne voyez pas une petite cicatrice de greffe. À ce moment-là, si vous faites des boutures, le plant a des chances qu'il ne survive pas à nos hivers qui sont très rudes. Mais par exemple, les cultivars Radisson ou Somerset, c'est des cultivars très rustiques. Là, vous pouvez faire des boutures sans problème. La pomme. Bon, la pomme, c'est un peu technique, c'est certain, parce que vous devez faire de la greffe si vous voulez absolument les variétés qui sont très populaires. Par contre, vous pouvez aussi faire des semis si vous êtes patient, voir ce que ça donne. Si jamais, après quelques années, vous vous rendez compte que la pomme, c'est une petite pommette mais par contre, ça peut quand même servir pour nos pollinisateurs qui ont besoin de fleurs à polliniser. Il ne faut jamais les oublier. Donc, si jamais l'arbre est chicot, fait des petites pommettes, mais qui a quand même un bon système racinaire, vous pouvez venir greffer dessus une pomme qui est résistante aux maladies comme la Liberty ou peu importe le cultivar. Ça serait un autre cours, une autre conférence. Oui? Les porte-greffes, c'est une bonne question parce que, donc moi j'en ai trouvé là, dans des pépinières commerciales. Il y a une pépinière Rochon, mais c'est à Mirabel. On va parler de Québec Multiplan aussi, sauf qu'à ce moment-là, ils ne vendent pas aux particuliers. C'est assez difficile de trouver des porte-greffes. Puis là encore là, c'est de trouver des bons porte-greffes avec les caractéristiques que vous voulez. Ça, il faut toujours aller voir, là, supposons que vous parlez de M26, M106, c'est tous des noms un peu cryptiques, là, mais ça a été développé en Angleterre, les Merton Malling. Là. Et puis l'autre, c'est les Vineland, par exemple, ont été développés en Ontario. Donc, c'est tous des cultivars qui ont été développés en laboratoire. Et souvent, les pépinières d'ici les commandent des États-Unis. Donc, nos plans pour cette année, nous, on veut continuer à faire de l'expérimentation avec les greffes, démarrer justement des porte-greffes à partir de semences de pommiers, de cerisiers, de pruniers. Et on veut aussi expérimenter avec le noisetier. Faire des boutures de canneberge, de pruniers, de kiwi.
Et le plus important, c'est qu'on cherche un nouveau site qui serait pour du plus long terme. Parce que là, à l'université, on a un petit espace. D'ailleurs, peut-être qu'à l'université, il y aurait des terres à nous prêter, ça reste à voir. Mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un bout de terrain à louer sur plusieurs décennies, ou à vendre peut-être, ça peut être un peu plus loin de Québec, là, on serait intéressé. Les leçons apprises, c'est très important de bien documenter vos projets, de faire des backups de vos photos, parce que peut-être un jour on va vous demander de faire une conférence puis vous n'aurez pas beaucoup de photos. Là. Puis de prendre des notes aussi de tous les cultivars que vous essayez, de tout ce que vous faites comme manipulation, pour voir où vous vous êtes trompé plus tard quand vous révisez tout ça. De bien identifier chaque cultivar que vous faites. J'ai pas encore trouvé une étiquette assez durable. Là, si vous avez des idées, je suis preneur. Hein? En aluminium. Hein? Oui. Ben oui. C'est sûr que là, pour que ça coûte moins cher, un truc récupéré serait l'idéal. Des canettes d'aluminium peut-être? Donc, commencer le plus tôt possible. Il ne faut pas trop se pencher là, sur les détails théoriques. Là. C'est tout un domaine, la multiplication des fruitiers. L'important, c'est de commencer. Là. Quand vous allez sortir d'ici, commencez à penser à ça, là, comment vous allez vous enligner pour cette année. Faire des boutures, des semis, des greffes. Là. Vous pratiquez dès maintenant. Puis les connaissances vont venir petit à petit par la suite. Vous pouvez aussi vous joindre à des forums de discussion sur Internet, venir sur notre site Internet, sur notre Facebook là, qui s'appelle Cours Forêt Nourricière QC. Là-dessus, il y a plein de gens qui font des expériences. Je vous suggère aussi d'aller visiter le site ici, greffé.net, qui est un excellent forum. C'est plus français, mais il y a plusieurs Québécois qui sont là-dessus. Et puis un nouveau site Arboré Québecsim, qui est sur les semis de plusieurs arbres au Québec. Je vous rappelle, si vous voulez me contacter, mon email est là. Et puis, donc, lisez, parlez de semis avec vos amis, et puis ayez beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, on peut trouver ça. Bon, la question, c'est le paraffine et les flexibandes. Est-ce qu'on peut les trouver ici? Dans certaines jardineries, on peut en trouver des flexibandes. Moi, j'ai un ami qui en a commandé là, sur Internet. J'en ai eu une grosse batch. Le problème, c'est que ça se vend au poids. Donc, 100 grammes d'élastique, ça fait beaucoup. Là. Puis, l'autre matériel qui est encore plus intéressant, le paraffine. Celui-là, vous pouvez le trouver dans les magasins où ils vendent du matériel de laboratoire. Apparemment, il y en a un à Charlevoix. Encore là, moi, j'en ai acheté une roulette sur Internet. D'autres questions? Oui? Ça, la greffe, c'est vraiment impressionnant tout ce qui peut être fait avec ça. J'ai vu des exemples sur Internet d'un gars qui aurait greffé 40 espèces sur un vieux pommier. Là. Mais aussi, un exemple plus proche ici en Beauce, j'ai entendu parler d'un bonhomme qui avait greffé 4 sortes de prunes et puis 7 sortes de pommiers sur un porte-greffe de toit normalement destiné pour un pommier. Donc c'est possible. Il faut l'essayer. Non.